Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge dans un épisode brûlant de Plus belle la vie, encore plus belle, celui du vendredi 20 juin 2025, le numéro 359. Un épisode sous haute tension où tout semble prêt à exploser. Luna et Chloé sont toujours retenues dans des conditions inhumaines, entre chaleur suffocante, fièvre galopante et menaces croissantes. Tandis que Chloé délire, au bord de l'inconscience, Luna tente le tout pour le tout en lançant un appel à l'aide déguisé. Babette le comprendra-t-elle à temps? Au cœur du Mistral? Un autre danger se profile, une épidémie de teigne pourrait bien révéler l'endroit où sont cachés Luna et Chloé. Babette, épaulée par Sorigny, mène une course contre la montre pour faire tomber le masque du gardien, tandis que Patrick, de son côté, refuse d'agir sans preuve. Mais ce n'est pas tout, Apolline, acculée, tente désespérément de regagner la confiance d'Ulysse, allant jusqu'à menacer Vanessa. Mais les masques tombent, les vérités éclatent, et Steve, esséuré, tourne les talons. Une page se tourne pour Ulysse, peut-être la plus douloureuse. Enfin, Thomas craque à son tour, victime d'un épuisement qu'il ne peut plus cacher, et Gabriel l'accompagne, avec tendresse. Dans ce moment de répit salvateur. Préparez-vous pour un épisode chargé en émotions, en rebondissements et en révélations, où les liens d'amitié, les secrets médicaux et les trahisons sentimentales s'entrelacent pour mieux nous captiver. Ne bougez pas, on vous raconte tout. Chloé grelotte malgré la chaleur étouffante de la pièce. Son visage est livide, trempé de sueur. Chaque respiration est un effort, chaque gorgée d'eau une victoire. Elle avale difficilement les médicaments que Luna lui tend, les lèvres tremblantes. Les yeux mi-clos. Ça va aller, tiens bon. Murmure Luna, la voix cassée par la fatigue et l'angoisse. Mais au fond d'elle, elle sait que le temps joue contre elle. Luna tourne en rond dans la pièce insalubre, cherche frénétiquement un moyen de faire baisser la température. Elle tente d'ouvrir une fenêtre, tire de toutes ses forces sur les volets scellés. Tape contre les vitres épaisses. Rien n'y fait. L'air reste irrespirable. On ne peut pas continuer comme ça. Souffle-t-elle, les mains sur la tête, paniquée. Soudain, la porte s'ouvre. La femme du gardien entre, impassible, avec un téléphone à la main. Elle le tend à Luna, sèchement. Tu enregistres un message. Tu dis à ta copine Babette que tout va bien. Sinon, Luna n'a pas le choix. La menace est claire. Elle prend l'appareil, tente de garder une voix calme malgré l'épuisement. Salut Babette. Je voulais te prévenir que je suis partie quelques jours avec Chloé à Bandol. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Elle marque une pause, regarde furtivement Chloé. Puis ajoute avec un ton volontairement étrange. On a trouvé un endroit très isolé. Quand elle rend le téléphone, Luna sait ce qu'elle a fait. Derrière cette banalité apparente, elle a glissé un indice. Un mot choisi. Un ton inhabituel. Elle connaît Babette. Elle sait qu'elle écoutera, qu'elle réécoutera, qu'elle comprendra. Et pendant ce temps, Chloé délire. La fièvre grignotant chaque seconde un peu plus sa lucidité. Luna n'a plus qu'un espoir, que Babette entende l'appel au secours déguisé, avant qu'il ne soit trop tard. Dans le salon du pavillon des fleurs, Babette repose son téléphone sur la table, le regard fixé dans le vide. Elle vient d'écouter le message de Luna, et quelque chose ne colle pas. Les mots sont calmes, presque trop. Et surtout, ce mot isolé dit d'une manière étrange, trop appuyé. Elle fronce les sourcils, se lève et file droit au commissariat. Patrick? Il faut que tu fasses borner le téléphone de Luna. Je suis désolée, mais son message, c'est pas elle. Elle a dit qu'elle était à Bandol, mais sa voix sonnait faux. Patrick, assis à son bureau, pousse un soupir. Il lève les yeux vers elle, visiblement agacé. Babette, on ne peut pas déclencher une géolocalisation sur un simple ressenti. Elle a envoyé un message, elle dit qu'elle est bien. On va pas faire du flicage sur ton amie. Ma meilleure amie, Patrick. Et je la connais. Il y a un truc qui cloche, je le sens. Mais Patrick reste inflexible. Et ça?
Babette le prend comme un abandon. Elle sort du bureau furieuse, décidée à trouver un autre moyen. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas s'appuie contre le comptoir, les traits tirés, les cernes marquées. Il tente de se concentrer, mais ses gestes sont lents, maladroits. Zoé le remarque aussitôt. « Thomas, t'es tout blanc. Ça va ?» Il esquisse un sourire faible. « Je sais pas. Je suis sûre que je couve un truc. J'ai des frissons depuis ce matin. » Zoé s'inquiète. Peu après, Thomas se rend au cabinet. Gabriel l'accueille, examine rapidement ses constantes, puis lui dit avec douceur. « Tu ne couves rien, Thomas. C'est ton corps qui lâche. C'est le contre-coup. Tu t'épuises depuis des semaines sans lever le pied. Faut que tu te reposes. » Un peu plus tard, Gabriel retrouve Thomas assoupi sur le canapé de son bureau, la respiration apaisée, comme s'il avait enfin lâché prise. 3 petites heures de sommeil volées au tumulte, mais qui lui ont fait un bien immense. Gabriel, attendri, s'assoit sans bruit à ses côtés et murmure pour lui-même. C'est pas encore ça, mais c'est un début. Au cabinet médical, Sorigny ausculte avec concentration une petite fille assise bien droite sur la table d'examen. Elena ne dit rien, mais ses yeux inquiets cherchent ceux de son accompagnante. Sur l'un de ses bras, des plaques rouges légèrement enflées attirent toute l'attention du médecin. Il ajuste ses lunettes, inspecte la zone d'un geste précis, puis relève la tête vers l'adulte présente dans la pièce. À première vue, c'est une infection cutanée d'origine fongique. Je penche pour une teigne. Il se veut rassurant, mais son ton reste grave. Rien de très grave, mais c'est contagieux. Très. Dans la salle d'attente, Mathieu attend Babette, visiblement préoccupée. Lorsqu'elle sort de son bureau, il l'interpelle doucement, l'air troublé. Sorigny vient d'ausculter une gamine avec des plaques. Il pense que c'est la teigne. Il marque une pause, puis baisse la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Et j'ai pensé à Chloé. Elle avait la même chose, non? Une rougeur au bras. Babette fronce les sourcils. Elle se souvient parfaitement de la plaie que Luna tentait de soigner, de l'aggravation rapide. Mathieu poursuit. Et elle m'avait dit un truc étrange. Elle avait vu le gardien se gratter sans arrêt? Un frisson leur parcourt l'échine. Une pièce de plus dans le puzzle inquiétant qui entoure la disparition de Chloé et Luna. Et si la maladie n'était pas un simple symptôme, mais un indice? L'escalier est sombre, les murs humides. Et une forte odeur de renfermé flotte dans l'air. Babette monte les marches avec Sorigny, tous deux sur leur garde. Arrivé devant l'appartement signalé, il frappe. C'est le gardien qui ouvre? Visiblement surpris de les voir. Bonjour, on vient jeter un œil. Il paraît que ce logement a été utilisé récemment, demande Babette d'un ton neutre, presque détaché. Le gardien hoche la tête. Les laisse entrer sans insister. L'intérieur est exigu, mal ventilé. Sorigny observe les lieux avec attention, et ne manque pas un détail, le gardien ne cesse de se gratter, les bras, le cou. Même derrière les oreilles, nerveusement. Le médecin le fixe un instant avant de demander avec calme. Vous avez remarqué des plaques rouges, des démangeaisons, des pelades? Le gardien hausse les épaules. Oui, c'est rien, ça me gratouille depuis quelques jours. Ma femme aussi. C'est sûrement une allergie. Mais Sorigny a déjà son diagnostic. Il s'approche. Examine rapidement la nuque de l'homme, et lance à Babette d'un ton clinique. Teigne. C'est exactement la même chose que la petite Elena. Babette blêmit. Elle comprend aussitôt les implications. Sorigny sort son carnet et rédige une prescription. Voilà des antifongiques pour vous, et pour votre femme. Il faut traiter immédiatement. Puis, se tournant vers Babette, plus grave. Je vais prévenir l'ARS. Ce n'est pas un cas isolé. Si c'est ce que je pense, il pourrait y avoir d'autres contaminations dans l'immeuble, voire pire. Le regard que Babette lui lance est sans appel, ils doivent agir vite. Car derrière cette simple épidémie se cache peut-être une vérité bien plus grave, et 2 femmes toujours introuvables.
Sur la terrasse d'un café discret en retrait du centre-ville, Apolline attend, nerveuse, les yeux rivés sur l'entrée. Lorsqu'elle voit Vanessa Kepler arriver, elle se lève d'un bond. Malgré son assurance habituelle, quelque chose dans son regard trahit la panique. Vanessa s'installe sans un mot, le visage fermé, distante. Apolline, elle, attaque aussitôt, sans détour. Je sais que vous avez de l'influence sur Ulysse. S'il vous plaît, aidez-moi à lui faire entendre raison. Je veux qu'il me reprenne. Vanessa l'observe un instant, glaciale. Elle croise les bras, puis répond d'un ton sec. Tu veux qu'il te reprenne, après tout ce que tu lui as fait? Apolline baisse les yeux, tente de reprendre contenance. J'ai déconné, oui. Mais je l'aime. Je suis prête à faire des efforts. À changer. Je veux juste une seconde chance. Vanessa ne scie pas. Son regard est tranchant. C'est trop tard, Apolline. Tu as joué. Tu as perdu. Apolline reste figée, la bouche entr'ouverte, incapable de répondre. Vanessa poursuit, impitoyable. Ulysse t'a cru, défendu, protégé, et tu lui as menti. Il mérite mieux. Puis elle se lève, sans attendre de réponse, et conclut avant de tourner les talons. Tu ne peux pas tricher avec tout le monde indéfiniment. À un moment, la vérité rattrape toujours les joueurs. Apolline reste seule à la table, les yeux embués, la gorge serrée. Pour la première fois, elle comprend que le masque est tombé. Et que cette fois, elle ne pourra pas le remettre. Vanessa s'apprête à tourner les talons quand la voix d'Apolline la stoppe net. Si tu ne m'aides pas à récupérer Ulysse, je balance tout. La fausse attestation, je lui dis tout. Vanessa se fige, pivote lentement. Son regard, d'abord surpris, se durcit aussitôt. Elle s'approche d'Apolline, calmement, presque trop calmement. Tu me menaces, là, dit-elle d'un ton glacial. Apolline soutient son regard, fébrile mais déterminée. Vanessa esquisse un léger sourire, sans chaleur. Tu vois, je t'ai connue plus flamboyante. Plus maligne aussi. Elle se penche vers elle, presque complice, mais son ton est sans appel. Menacer, c'est pas ton style. Tu vaux mieux que ça. Puis elle se redresse, ajuste sa veste. Tu vas rebondir, Apolline. Je le sais. Mais pas comme ça. Et elle s'en va, sans un mot de plus, la laissant seule, frustrée et piégée. Quelques heures plus tard, dans un recoin tranquille du Mistral, Apolline retrouve Steve. Le jeune homme semble tendu. Il l'écoute d'une oreille inquiète, puis secoue la tête, visiblement contrarié. T'as été dur avec Vanessa, et avec moi aussi, lâche-t-il, les bras croisés. Je comprends que tu sois en panique, mais là tu vas trop loin. Apolline tente de se justifier. Mais Steve l'interrompt. Tu sais très bien que si Ulysse apprend pour la fausse attestation, il peut porter plainte. Contre toi, contre moi. Il marque une pause, puis ajoute. Plus blessé que fâché. Je veux pas payer pour tes erreurs, Apolline. C'est moi qui ai tapé cette attestation, oui, mais c'est toi qui m'as demandé de le faire. Le silence tombe. Apolline baisse les yeux. Steve secoue la tête et conclut. T'as tout foutu en l'air toute seule. Maintenant, essaie au moins de pas aggraver les choses. Il s'éloigne, laissant Apolline seule face à ses choix. Pour la première fois, elle comprend qu'elle perd non seulement Ulysse, mais aussi les rares personnes qui l'avaient soutenue jusqu'ici. Dans le silence tendu du cabinet, Ulysse referme un dossier avec lenteur. Il sent bien que Vanessa tourne autour du pot depuis quelques minutes. Elle finit par s'asseoir en face de lui. Le regard grave, les bras croisés. Je veux te dire quelque chose à propos d'Apolline. Ulysse ne répond pas, mais ses yeux se durcissent légèrement. Il attend. Vanessa inspire profondément. Puis lâche, d'une voix froide mais maîtrisée. C'est une petite opportuniste. Elle ne mérite pas l'intérêt que tu lui portes. Ulysse esquisse un sourire amer. Tu me le dis maintenant? Vanessa secoue doucement la tête, presque honteuse. J'ai jamais douté d'elle, Ulysse. Je te jure. Moi aussi je me suis fait l'avoir,
comme toi. Elle est douée, elle sait manipuler. Jouer la victime. Elle nous a tous roulés. Un silence s'installe, pesant. Ulysse fixe un point invisible devant lui. Il encaisse. Ce n'est pas seulement la trahison d'Apolline qu'il ressent, c'est la honte de s'être trompé, de l'avoir défendu contre tous. Vanessa ajoute plus doucement. T'as voulu voir le meilleur en elle. C'est pas une faute, Ulysse, c'est une qualité. Mais à un moment, faut ouvrir les yeux. Il hoche lentement la tête, sans un mot. Dans son regard, une certitude se dessine. La page est en train de se tourner. Définitivement. Et voilà pour ce résumé détaillé de l'épisode 359 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le vendredi 20 juin 2025. Un épisode haletant où chaque scène compte, où chaque mot prononcé peut être un indice crucial, et où les personnages sont poussés dans leur dernier retranchement. Luna joue sa dernière carte pour être secourue, mais le temps presse dangereusement pour Chloé. Babette refuse de se taire et poursuit seule l'enquête, quitte à braver l'autorité de Patrick. L'affaire de la fausse attestation refait surface, et Apolline pourrait bien tout perdre, y compris les rares soutiens qui lui restaient. Pendant ce temps, une épidémie fongique pourrait être la clé d'un lieu de détention. Et un simple symptôme dermatologique devient un élément central de l'enquête. On se retrouve très vite pour la suite de cette intrigue captivante. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers bouleversant de Plus belle la vie. Encore plus belle. D'ici là, prenez soin de vous, et restez à l'écoute, car au Mistral, rien n'est jamais vraiment terminé.